Imaginez la scène. Vous êtes installé sur la berge depuis des heures. Vous avez mis tout votre cœur dans la préparation de votre amorce et vous avez lancé vos lignes sur le poste le plus prometteur. Et là, enfin, la touche tant attendue. Vous ferrez et c'est encore un gardon pas plus gros qu'un doigt. Ça vous parle, n'est-ce pas? Et si je vous disais que votre amorce, pourtant si parfumée et parfaitement travaillée, ne fait pas qu'ignorer les gros spécimens, mais qu'elle leur crie littéralement « Fuyez le plus loin possible !» Ça semble dingue, mais c'est la triste réalité pour beaucoup de pêcheurs. Dans cette vidéo, nous allons analyser 20 erreurs fatales qui transforment votre cage de nourrissage en une cantine gratuite pour la friture et en un véritable épouvantail pour les brèmes ou les carpes trophées. Et surtout, je vais vous montrer comment rectifier le tir très simplement. Regardez bien jusqu'au bout, car votre façon de pêcher va changer radicalement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, plongeons un instant sous la surface pour comprendre la psychologie du poisson. Le menu fretin, comme les petits gardons, les brèmes bordelières ou les ablettes, est toujours affamé, en nombre et particulièrement téméraire. Ces poissons agissent selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le moindre nuage de particules, la moindre odeur marquée est pour eux le signal d'une attaque immédiate. Ils ne craignent pas la concurrence car ils sont des milliers. À l'inverse, regardons maintenant les gros poissons. Ce sont des spécimens prudents, expérimentés, de véritables patriarches. Ils ont survécu aux filets, aux dents des brochets et aux ruses des pêcheurs pendant des années. Un gros poisson ne se jettera jamais sur la première friandise venue. Il privilégie avant tout la sécurité et le calme. Une agitation excessive, un nuage de petits poissons qui s'excitent, ou une couleur trop artificielle sur le fond, sont pour lui des signaux d'alerte, pas une invitation à table. Notre objectif est simple, ne pas créer un buffet à volonté bruyant pour tout le monde, mais un restaurant gastronomique, calme et sélectif, pour nos invités de marque. Comprendre cette nuance, c'est la clé du succès. Alors, la première erreur, et c'est sans doute la plus classique, c'est d'avoir une amorce beaucoup trop fine. Pas mal de pêcheurs, surtout ceux qui débutent, sont convaincus que plus le mélange est fin et homogène, plus il sera efficace. Ils passent un temps fou à moudre leurs chapelures et leurs graines, jusqu'à obtenir de la poussière, dans l'espoir de créer un nuage attractif. Et ils ont raison, le nuage est bien là. Le souci, c'est que ce nuage est un véritable aimant à friture. Ces microparticules restent en suspension et créent un voile qui se voit de loin. Résultat, les petits poissons arrivent en masse et s'excitent sur cette poussière, empêchant même votre èche de toucher le fond. Pendant ce temps-là, imaginez une belle brème ou une carpe qui s'approche de votre cou. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une agitation frénétique des petits poissons qui s'affolent, et elle comprend tout de suite que ce n'est pas un endroit sûr et qu'il n'y a rien de sérieux à se mettre sous la dent. Un gros poisson, ça cherche de la consistance sur le fond, pas de la fumée. Alors, retenez bien ceci. Votre amorce doit impérativement contenir des particules grossières, bien visibles, qui restent posées sur le fond, plutôt que de flotter entre deux eaux. C'est toute la différence entre un bon ragoût bien copieux et un simple jus de légumes. Pour un vrai repas, vous choisiriez quoi? La deuxième erreur découle directement de la première. C'est l'excès de composants dits nuageants. Lait en poudre, cacao, poudre d'œuf ou encore ces fameux geysers vendus en magasin. Certes, visuellement, l'effet est impressionnant. Dès que la cage touche le fond, elle libère un nuage épais qui semble pouvoir attirer tous les poissons à la ronde. Mais on sait désormais quel genre de poisson cela attire vraiment. Ces ingrédients sont excellents pour la pêche de vitesse, quand il s'agit de regrouper rapidement des poissons actifs et peu méfiants, comme les ablettes. Mais pour la traque d'un vrai spécimen, c'est contre-productif. C'est un peu comme mettre de la musique à fond et des jeux de lumière dans un restaurant étoilé. Vous attirerez une foule d'adolescents, mais les clients sérieux feront demi-tour immédiatement. Un gros poisson, lui, préfère trouver sa nourriture bien posée, tranquillement sur le fond. Un léger voile qui s'échappe de l'amorce est tout à fait normal, c'est même un plus. En revanche, une colonne de poussière persistante est un véritable signal d'alarme. Si votre objectif est de sortir une pièce d'exception, utilisez ces composants avec une extrême parcimonie, ou mieux encore, oubliez-les complètement. Parlons un peu des arômes. L'erreur numéro 3, c'est de tomber dans le piège du trop sucré, ces odeurs type bonbons. Vanille, caramel, fraise, tutti frutti.
Allez dans n'importe quel magasin de pêche, les rayons débordent de ces sirops et sprays ultra sucrés. Alors oui, ça fonctionne. Mais pour qui? Pour la petite blanchaille qui n'est pas difficile. Pour un petit gardon ou une brème bordelière, ces odeurs sont synonymes de nourriture facile et riche en énergie. Mais une grosse brème ou une carpe de belle taille, elle, s'en méfie. Avec l'âge, leur goût évolue. Elles commencent à préférer des arômes plus complexes, plus naturels, voire même plus marqués. Le carnet, le poisson, ou encore les épices comme la coriandre, le poivre ou l'ail, voilà ce qui va vraiment intéresser un beau spécimen. C'est un peu comme pour nous. Les enfants raffolent de barbe à papa, mais un adulte préférera l'odeur d'une viande grillée ou d'un bon café. Bref, arrêtez de donner des bonbons aux poissons. Testez des saveurs plus authentiques, plus sérieuses, et vous verrez, les résultats vont vous surprendre. Restons dans le domaine des odeurs avec la 4e erreur classique. L'utilisation d'arômes chimiques trop agressifs. Je parle surtout de ces boosters et sprays bon marché, ultra concentrés. Les fabricants misent sur des composants chimiques puissants pour que l'odeur nous plaise à nous, les humains. Mais n'oubliez pas que l'odorat d'un poisson est des centaines, voire des milliers de fois plus sensible que le nôtre. Ce qui nous semble appétissant peut devenir une véritable agression chimique pour lui. Imaginez-vous entrer dans une petite pièce où quelqu'un vient de vider un flacon entier de parfum de mauvaise qualité. Votre seul réflexe, c'est de fuir pour respirer de l'air frais. C'est exactement ce que ressent un beau poisson méfiant. Une odeur artificiellement forte ne lui donne pas faim, elle l'alerte. Il sent que ça n'a rien de naturel et il flaire immédiatement le piège. Il est bien plus efficace de privilégier le naturel. Des huiles, des jus de graines, des extraits de verre de vase ou d'asticots, ou alors des produits de qualité mais dosés avec parcimonie. Retenez bien cette règle d'or. En matière d'arôme, le mieux est l'ennemi du bien. Il vaut toujours mieux en mettre trop peu que pas assez. La 5e erreur, c'est d'utiliser un mélange trop uniforme et monotone. Même si vous avez éliminé les farines trop fines, avoir une amorce composée uniquement de particules de la même taille, comme un simple mix de chapelure et de maïs moulu, n'est pas une bonne idée. Ce genre de mélange va vite gaver la blanchaille qui finira par s'en aller, mais ça ne retiendra jamais un beau spécimen sur votre cou. Pour un gros poisson, cette espèce de bouillie homogène n'a aucun intérêt. Il n'a rien à trier, rien à fouiller. Il comprendra vite qu'il n'y a rien de sérieux à se mettre sous la dent et partira chercher une table plus intéressante ailleurs. Une bonne amorce, ça doit ressembler à un muesli ou à une salade composée, pas à une bouillie de semoule. Il vous faut des particules de taille, de densité et de valeurs nutritives variées. Certains éléments doivent se dissoudre rapidement, d'autres plus lentement, et certains doivent simplement rester posés sur le fond en attendant leur heure. C'est ce qui force le poisson à fouiller le substrat, à trier les meilleurs morceaux et, au final, à rester beaucoup plus longtemps sur votre zone de pêche en perdant sa méfiance. Et c'est précisément ce qu'on recherche. Ceci nous amène à la 6e erreur, et sans doute l'une des plus cruciales, l'absence de grosses particules nutritives dans votre amorce. Ce sont elles qui servent de ancre pour fixer le gros poisson sur votre cou et le forcer à s'attabler. La chapelure et les farines ne sont finalement que le support, le véhicule qui dépose le vrai festin sur le fond. Or, ce festin doit être composé d'éléments que la blanchaille ne peut pas engloutir en un clin d'œil. Je parle ici de maïs doux, de pois, d'orge perlée, de pellets de différents diamètres, de bouillettes coupées ou encore de composants carnés. C'est précisément pour ces morceaux de choix que les spécimens se déplacent. Le poisson voit au fond un tapis de nourriture riche et sécurisante qu'il peut ramasser tranquillement. Les petits poissons s'agitent peut-être autour pour manger les miettes, mais le plat de résistance, lui, reste là pour le patron. Si votre mélange manque de ces grosses particules, le poisson aura beau être attiré par l'odeur, il ne trouvera rien de consistant et passera simplement son chemin. Alors ne soyez pas radin, n'hésitez pas à ajouter dans votre amorce ce qui vous ferait presque envie à vous aussi. La 7e erreur concerne la préparation de vos particules, et plus précisément des graines comme le maïs, les pois, le blé ou l'orge perlée. Souvent, par précipitation, pas mal de pêcheurs se contentent de les ébouillanter ou de les cuire trop rapidement. Résultat, les grains restent durs et ne sont pas comestibles. Imaginez la scène. Vous balancez vos graines à l'eau, elles se déposent sur le fond et diffusent leur arôme. Le poisson arrive, attiré par l'odeur, il essaie de les manger,
mais c'est impossible. Pire encore, s'il parvient à avaler un grain trop dur, il risque d'avoir de gros problèmes de digestion. Au lieu d'attirer le poisson, vous créez une association négative avec votre poste de pêche. Le poisson finit par retenir qu'ici, la nourriture est mauvaise, voire carrément indigeste. Pour bien faire, vos graines doivent être tendres au point de s'écraser facilement sous la pression des doigts. Elles doivent être prêtes à être consommées immédiatement. C'est seulement à ce stade qu'elles deviennent vraiment attractives et qu'elles absorbent correctement vos additifs. Prenez donc 1 heure de plus pour soigner la cuisson ou pour bien les laisser tremper dans un thermos. Croyez-moi, le poisson sentira la différence et il vous le rendra avec de belles touches bien franches. 8e erreur, et c'est une faute que même les pêcheurs les plus expérimentés commettent souvent, négliger le vivant. À force de courir après les dernières bouillettes à la mode, les pellets ou les additifs miracles, on finit par oublier ce qu'il y a de plus naturel et de plus attirant pour le poisson. Je parle ici du ver de vase, de l'asticot ou encore du ver de terre coupé. Ajouter ces éléments à votre amorce peut vraiment faire des miracles. D'abord, c'est un signal alimentaire surpuissant. L'odeur et le goût d'une protéine naturelle, ça ne se remplace par aucun arôme artificiel. Ensuite, il y a le mouvement. Ces larves qui grouillent sur le fond créent des micro-vibrations et un signal visuel que les gros spécimens ne peuvent pas ignorer. Ça réveille littéralement leur instinct. Bien sûr, la friture va se jeter dessus, mais elle sera vite rassasiée. Par contre, une belle brème ou une grosse carpe peut rester des heures sur votre cou, occupée à trier ces petites friandises. Alors oui, ça augmente un peu le budget de la partie de pêche, mais parfois, il suffit d'une seule poignée de verre coupé dans le feeder pour toucher le trophée de votre vie. Ne faites pas d'économie sur ce que le poisson mange naturellement tous les jours dans son milieu. 9e erreur, une amorce beaucoup trop active. On a déjà évoqué les composants qui font nuage, mais il existe bien d'autres manières de faire travailler votre mélange entre deux eaux. Je parle ici des produits à effet geyser, des composants flottants ou encore du chènevis qui, dès que l'amorce se désagrège, remonte vers la surface en entraînant d'autres particules. Cette mécanique est redoutable quand on cherche à pêcher le gardon ou l'ablette en pleine eau. Mais pour les gros poissons méfiants qui se nourrissent sur le fond, cela peut devenir un vrai problème. Mettez-vous à la place d'une belle brème. Vous êtes tranquillement en train de manger sur le fond, et soudain, c'est le feu d'artifice au-dessus de votre tête. Ce remue-ménage attire immédiatement la friture et finit par éveiller les soupçons des plus gros spécimens. Le gros poisson de fond, lui, recherche le calme. Ce qu'il veut, c'est un buffet à volonté, proprement dressé sur le substrat. Pour viser un trophée, votre amorce doit être inerte. Cela signifie qu'une fois au fond, elle doit y rester, se décomposer lentement et diffuser ses arômes sans exploser ni éparpiller des particules dans toute la colonne d'eau. La 10e erreur, et c'est une chose à laquelle on ne pense pas assez souvent, c'est la couleur de l'amorce. On a tendance à choisir son mélange pour son odeur ou sa composition, mais la couleur est tout aussi cruciale, surtout dans une eau claire face à des poissons méfiants. Réfléchissez-y. Le fond de la plupart de nos plans d'eau est sombre, souvent gris-brun ou verdâtre. Si vous créez soudainement une grosse tache jaune vif ou rouge sur le fond, ça n'a rien de naturel. Pour un beau poisson, c'est comme une cible géante qui crie « Attention, danger !» Les pêcheurs pros font toujours en sorte que leur amorce se fonde dans le décor. Pour ça, on utilise des colorants ou tout simplement de la terre ou de l'argile. Une amorce sombre sur un fond sombre, ça rassure le poisson. Il se sent en sécurité et commence à s'alimenter tranquillement. On peut garder les couleurs vives uniquement pour lèche, afin qu'elles se détachent bien du reste, mais le tapis de nourriture, lui, doit être parfaitement camouflé. Parfois, il suffit juste de noircir un peu son mélange pour changer radicalement le résultat de votre partie de pêche. La 11e erreur, c'est de trop mouiller son amorce. On se dit souvent que ce n'est pas bien grave d'avoir eu la main un peu lourde sur l'eau, mais en réalité, ça peut carrément flinguer votre partie de pêche. Une amorce trop humide se transforme en une espèce de boule collante, comme de la pâte à modeler. En formant vos boules ou en remplissant votre feeder, vous aurez l'impression que c'est parfait. Mais une fois au fond de l'eau, c'est le néant. Votre mélange ne travaille pas. Il reste là comme un poids mort, comme un caillou, sans libérer la moindre particule ni aucun arôme.
le poisson peut passer juste à côté sans jamais capter de signal de nourriture. Au mieux, votre boule commencera à se déliter après plusieurs heures quand vous serez déjà en train de ranger votre matériel. Au pire, elle restera là à croupir, ce qui finira par faire fuir le poisson. Une amorce correctement mouillée doit rester aérée. En la serrant dans la main, elle doit former une boule, mais dès qu'on exerce une légère pression du pouce, elle doit s'émietter instantanément. C'est cette texture qui permet à votre montage d'arriver intact au fond, pour ensuite libérer rapidement son contenu et créer un tapis de nourriture attractif. Un conseil, ajoutez toujours l'eau très progressivement, en plusieurs étapes, et prenez le temps de bien mélanger entre chaque apport. La 12e erreur, c'est l'autre revers de la médaille, une amorce trop sèche. Et c'est un problème tout aussi sérieux. Un mélange qui manque d'eau ne tient absolument pas en place. Au moment du lancer, votre boule peut littéralement éclater en plein vol. Si vous utilisez un feeder, l'amorce s'échappera de la cage, soit à l'impact avec l'eau, soit pendant la descente. Résultat, vous ne créez aucune zone précise au fond. Le courant éparpille tout sur plusieurs mètres de rayon. Alors oui, vous allez attirer toute la blanchaille du coin, mais sans jamais réussir à la fixer sur un point donné. Et surtout, vous n'avez aucune chance de garder les gros poissons sur une zone aussi diffuse. Un beau spécimen ne va pas s'amuser à ramasser des micromiettes éparpillées partout. Il lui faut une véritable assiette bien garnie, pas quelques miettes perdues sur une immense nappe. C'est pour cela qu'il est crucial de trouver le dosage parfait. L'amorce doit être assez humide pour atteindre le fond sans se désagréger, mais rester assez travaillée pour commencer à libérer ses particules une fois posées. C'est un coup de main qui s'acquiert avec la pratique, mais c'est l'un des piliers de la réussite à la pêche. La 13e erreur est particulièrement courante lors des sorties de début de printemps ou de fin d'automne. C'est l'utilisation d'arômes trop puissants en eau froide. On entend souvent ce mythe selon lequel plus l'eau est froide, plus il faudrait forcer sur l'odeur pour réveiller les poissons apathiques. En réalité, c'est tout l'inverse. Quand l'eau refroidit, le métabolisme du poisson tourne au ralenti. Il devient léthargique et surtout très méfiant. Dans une eau froide, les odeurs se diffusent moins vite, mais elles gardent leur concentration bien plus longtemps. Un parfum trop intense agit alors comme un véritable répulsif chimique. C'est un signal anormal qui fait fuir le poisson. Pensez à l'odeur d'une forêt après la pluie au printemps. Ce sont des senteurs fines, presque imperceptibles. C'est exactement ce que votre amorce devrait dégager. En eau froide, la règle du « moins c'est mieux » s'applique à 100%. Privilégiez des notes délicates et naturelles, ou n'ajoutez carrément aucun arôme, en comptant uniquement sur l'odeur naturelle de vos graines et de vos farines. Parfois, la meilleure amorce en saison froide, c'est celle que notre nez humain ne parvient même pas à détecter. L'erreur numéro 14, c'est de négliger la valeur nutritionnelle de votre amorce. Pas mal de mélanges d'entrée de gamme sont essentiellement composés de glucides rapides. On y trouve surtout de la chapelure, du son ou des biscuits broyés. C'est vrai, ces ingrédients attirent le poisson grâce à leur goût sucré et leur parfum, ce qui crée rapidement de l'activité sur votre cou. Mais attention, il y a un revers à la médaille. Ça sature le poisson très vite. La friture se remplit l'estomac avec cette nourriture calorique mais peu nutritive, puis s'en va. Le gros poisson, lui, cherche de la protéine, surtout quand il doit prendre du poids avant l'hiver. Dans ce genre de mélange, il ne trouvera rien d'intéressant. Si vous voulez garder les beaux spécimens sur place, votre amorce doit absolument contenir des protéines. Je parle ici de farine de poisson de qualité, de farine de krill, de pellets broyés ou même de lait en poudre. Ces composants envoient un signal alimentaire puissant et offrent une réelle valeur nutritive. Le poisson comprend qu'il a déniché une vraie source d'énergie et restera sur votre zone bien plus longtemps. En résumé, ne voyez pas votre amorce comme un simple dessert, mais comme un vrai repas complet. 15e erreur, une mauvaise approche de l'amorçage. Beaucoup de pêcheurs, surtout au feeder, s'acharnent à créer une zone ultra précise en lançant systématiquement pile au même endroit. Si c'est efficace en compétition pour le petit poisson, cela peut devenir un vrai piège quand on vise les gros spécimens. Imaginez une grosse brème, très méfiante, qui s'approche de votre cou. Elle tombe sur un tas de nourriture parfaitement net et concentré. Pour elle, cet amas n'a rien de naturel, et cela peut tout de suite l'alerter. Dans la nature, la nourriture n'est jamais rangée en petits tas parfaits.
Un gros poisson se sentira beaucoup plus en confiance sur une zone où l'amorce est légèrement dispersée, imitant une zone de nourrissage naturel. Alors, pour votre amorçage de départ, n'ayez pas peur de varier un peu vos lancers. L'idée est de créer un tapis ou une zone d'environ 1 mètre à 1,50 m, plutôt qu'un point unique. Cela permet au poisson d'arriver de n'importe quel côté et de commencer à s'alimenter sereinement. En se déplaçant sur votre table, il aura bien plus de chances de finir par tomber sur votre èche. La 16e erreur, c'est de négliger l'utilisation d'une base inerte, ce qu'on appelle une base pauvre. Parfois, notre priorité n'est pas de créer un nuage de particules ou un sillage aromatique, mais simplement de déposer de grosses bouchées sur le fond. Du maïs, des pois ou des pellets. C'est d'autant plus vrai en rivière, là où le courant est soutenu, ou quand le plan d'eau pullule de petits poissons. Si vous mélangez vos grosses particules à une amorce trop active et riche, le courant va disperser les éléments attractifs avant même que la cage n'atteigne le fond. Résultat, vous allez attirer toute la friture des environs. Dans ce genre de situation, il faut se tourner vers une base lourde et neutre. Le plus simple et le plus efficace, c'est tout bêtement de la terre de taupinière ou de l'argile. En mélangeant vos particules à ce lest, vous avez la garantie que votre montage arrive intact sur le fond. La terre n'a pas d'odeur forte et ne crée presque pas de nuages. Elle ne réveille donc pas l'appétit des petits. Par contre, un beau poisson qui passe par là ne manquera pas de remarquer ce tapis de graines ou de granulés bien regroupés. C'est une approche qui demande de la patience, mais c'est la meilleure tactique pour sélectionner les gros spécimens. 17e erreur. Croire que votre appât doit être la copie conforme de ce qu'il y a dans votre amorce. C'est une idée reçue très courante. Alors oui, c'est logique. Le poisson s'habitue à un certain type de nourriture et finit par mordre sans méfiance. Et ça marche souvent. Mais que faire quand il y a du beau poisson sur votre cou, qu'on voit que ça s'active, mais que rien ne mord? C'est tout simplement que votre èche se perd dans la masse. Elle est noyée au milieu de centaines d'autres particules tout aussi appétissantes. Dans ces moments-là, il faut faire l'inverse. Il faut que votre appât se démarque du tapis de nourriture. Il faut le rendre plus visible, plus provoquant. Comment? Par exemple, en jouant sur les contrastes. Si votre amorce est pleine de maïs jaune, proposez un grain rouge ou blanc sur l'hameçon. Vous pouvez aussi utiliser un pop-up, une èche flottante qui va se décoller du fond pour être bien en vue. Ou encore, misez sur l'odorat en trempant votre appât dans un dip, un arôme ultra concentré. Ce petit détail qui sort du lot, c'est souvent ça qui va faire craquer le poisson et déclencher la touche. La 18e erreur, c'est de négliger le facteur temps. Ou plus simplement, l'impatience. L'amorce pour les gros poissons n'a rien d'une baguette magique. Elle ne produit pas de miracle instantané. Imaginez, vous avez dressé une table parfaite sur le fond. Que se passe-t-il alors? Ce sont d'abord les petits poissons qui arrivent. Ils s'agitent, grignotent quelques miettes. Cette effervescence finit par attirer des spécimens plus sérieux, comme de belles brèmes. Et ce n'est qu'après 1 heure, parfois 2, que le vrai trophée s'approche enfin. Il va rester un long moment à l'écart, à observer le manège. Si tout lui semble calme, si la nourriture reste bien en place sans paraître suspecte, alors seulement il s'approchera pour s'alimenter. Beaucoup de pêcheurs commettent l'erreur de paniquer. Sans touche, durant la première demi-heure, ils commencent à tout bousculer. Ils ajoutent des arômes, modifient leur mix ou relancent sans cesse leur ligne. Toute cette agitation ne fait qu'effrayer ce poisson si méfiant qui pourtant rôdait peut-être déjà dans les parages. Apprenez à attendre. La meilleure des tactiques, c'est la patience. Laissez simplement votre amorce faire son boulot. La 19e erreur, c'est de copier aveuglément les recettes d'amorce spéciale compétition. On regarde tous des vidéos de concours, on lit des articles de champions et on essaie de reproduire leur mélange à l'identique. Mais on oublie l'essentiel. L'objectif d'un compétiteur est radicalement différent de celui d'un pêcheur qui traque un spécimen. Le but du compétiteur, c'est de sortir un maximum de poissons en un temps record. Chaque prise compte, que ce soit une ablette ou un petit gardon. C'est pour ça que leurs amorces sont ultra actives, volatiles et très odorantes. Elles sont conçues pour attirer tout ce qui nage le plus vite possible et créer une véritable frénésie sur le coup. Nous, ce qu'on veut, c'est un seul poisson, mais le bon.
On n'a pas besoin de toute cette agitation. Ce qu'il nous faut, c'est de la tranquillité et un appât riche qui tient au fond. Utiliser des recettes de sportifs pour une pêche de spécimens est donc souvent une mauvaise idée. Ça produit l'effet inverse. Vous attirez toute la friture que vous essayez justement d'éviter. Inspirez-vous de l'expérience des champions, mais adaptez-la toujours à vos propres objectifs. La pêche au trophée, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et enfin, la 20e erreur, sans doute la plus importante, la peur d'expérimenter. Il n'existe pas de recette magique universelle qui fonctionne partout et tout le temps. Chaque plan d'eau a son propre caractère. Dans un lac, la carpe craquera pour la fraise, alors que dans un autre, ce sera l'ail. Sur une rivière, la brème préférera une amorce sombre, et sur une autre, une teinte plus claire. Le poisson change ses habitudes selon la saison, la météo ou la nourriture naturelle présente. La plus grosse erreur que vous puissiez commettre, c'est de trouver un mélange qui marche et de s'y accrocher pendant des années sans jamais rien modifier. La pêche, c'est une remise en question permanente, un éternel laboratoire. N'ayez pas peur de tester de nouvelles choses. Ajoutez une épice originale, changez la couleur, essayez une autre granulométrie. Analysez vos résultats. Qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui? Et qu'est-ce qui marchait la semaine dernière? Tenez un journal de pêche, notez vos observations. Seul celui qui apprend sans cesse et qui ose sortir des sentiers battus fera régulièrement de belles prises. Votre meilleure amorce, c'est celle que vous aurez peaufinée vous-même, à force d'essais et d'erreurs, spécifiquement pour vos coins de pêche. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut? Est-ce que tout ce temps, en investissant dans les additifs les plus chers et les composants les plus actifs, on n'était pas simplement en train de faire fuir le poisson de nos rêves? Eh bien, c'est exactement ça. On se rend compte que pour attirer un beau trophée, il ne faut pas forcément de gros nuages de particules ou des odeurs entêtantes. La pêche des gros spécimens, ce n'est pas une question de toujours plus, plus fort et plus sucré. C'est avant tout une question de finesse, de discrétion et de stratégie. Résumons un peu. Pour que votre amorce devienne un vrai aimant à gros poissons plutôt qu'à friture, misez sur une grosse granulométrie, utilisez des arômes naturels et légers, et préparez un mélange bien inerte qui reste parfaitement au fond. Adaptez aussi la couleur à celle du substrat et, surtout, soyez patient. Votre objectif, c'est de dresser un festin riche, sûr et nourrissant, que seuls les plus gros et les plus rusés des habitants du plan d'eau sauront apprécier à sa juste valeur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de mes prochains secrets de pêche. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la plus grosse erreur que vous ayez faite avec votre amorce par le passé? Ou alors, avez-vous un ingrédient secret pour cibler les gros? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et d'en discuter avec vous.